Bonsoir Léonard Corti. Bonsoir. Alors, vous êtes donc étudiant en médecine, vous avez 31 ans, vous êtes en troisième année d'internat, c'est comme ça qu'on dit, en anesthésie, réanimation. Vous êtes par ailleurs diplômé de Sciences Po en affaires publiques et vous publiez donc ce livre explosif où vous nous emmenez dans les coulisses de votre lieu de travail, voilà, dans l'enfer de l'hôpital. C'est une enquête choc que vous publiez chez Robert Laffont. Vous dites que vous voulez briser l'omerta. Ça veut dire quoi l'omerta? Ça veut dire qu'il se passe des choses qu'on n'est pas censé savoir, qu'on nous cache? Bon, je pense que l'omerta, elle est à deux niveaux. La première, c'est vraiment au niveau du vécu que j'ai eu de mon internat. J'ai souvent eu l'impression, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, que le droit était un peu optionnel dans le monde médical. Donc du coup, j'étais souvent confronté à des pratiques illégales et surtout avec un répondant lorsque j'essayais de montrer qu'en fait il ne fallait pas continuer à travailler comme ça, qui était assez virulent de la part de certains, notamment chefs ou doyens de médecine. Donc ça, c'est une partie de l'omerta que j'essaie de dénoncer, mais qui concerne plus les internes. Et puis il y a une autre partie de l'omerta qui n'est pas forcément une omerta voulue, mais qui est plus une sorte de volonté de ne pas forcément reconnaître qu'on soigne moins bien les gens parce qu'on a moins de moyens en fait. Et il y a une sorte de culpabilité de la part des soignants de ne pas dire ces choses-là. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas qu'on ait honte de dire qu'on ne nous donne pas suffisamment de moyens pour bien s'occuper des gens. Alors, vous dénoncez différentes pratiques illégales, on va le revenir, notamment dans les conditions de travail des internes que vous représentez, qui représentent d'ailleurs 40% du corps médical, donc c'est énorme, on les croise partout quand on va à l'hôpital nous-mêmes se faire soigner. Et on découvre aussi à travers vos yeux les erreurs médicales, des patients qui meurent à la suite de mauvaises prises en charge, des burn-out, des suicides d'étudiants en médecine, des médecins seniors maltraitants. C'est une description qui est quand même, malgré tout ce qu'on sait, malgré la prise de conscience post-Covid, apocalyptique. Est-ce que c'est vraiment ça, l'hôpital public aujourd'hui? En fait, c'est une partie de ce qu'est l'hôpital public. Après, l'hôpital public, c'est pas que ça. C'est pas que un lieu qui peut être infernal, justement. Mais on va dire que toutes ces choses-là se comprennent moins lorsqu'on est à l'hôpital, puisqu'on est censé être une structure de soins. On est censé être une structure dans laquelle on accompagne les gens dans la maladie, voire même dans leurs derniers instants, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance. Et en fait, cette humanité, cette bienveillance, parfois, on la retrouve pas entre les soignants eux-mêmes, et pas forcément parce que les personnes sont volontairement malveillantes, mais parce qu'on est dans un système qui est tellement pressurisé, qui est tellement en manque de moyens, en crise chronique, parce que la crise, elle a débuté à l'hôpital avant le Covid et elle se poursuit après le Covid. Enfin, en tout cas, maintenant, une fois que le Covid passe, on voit qu'il y a encore une crise à l'hôpital. Et en fait, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est de dire, en fait, on devrait avoir un niveau de bienveillance entre nous. C'est impossible. Voilà. Qui est impossible, qui est rendu impossible faute de moyens, et puis aussi avec une culture justement médicale qui parfois est délétère. C'est celle de vouloir laver le linge sale en famille, de ne pas vouloir faire forcément de vagues sur le fait qu'on met en danger les patients. L'exemple typique, c'est les gardes de 24 heures. Moi, je pense sincèrement que travailler 24 heures d'affilée, notamment dans des professions qui demandent quand même un haut niveau de précision, que ce soit par les gestes ou par la réflexion, c'est délétère, et ça a été montré dans plein d'études que c'est délétère pour les patients. Vous faites même la comparaison avec l'alcool, la consommation d'alcool. C'est montré. C'est qu'en gros, quand on ne dort pas pendant 24 heures, c'est comme si on avait 0,6 g d'alcool dans le sang. Et d'ailleurs, ça se vérifie assez bien. Il y a énormément de cas d'internes, et moi j'ai des collègues à qui c'est arrivé, qui ont eu des accidents de la route en sortant de garde. Des accidents de voiture? Des accidents de voiture, parfois dramatiques, malheureusement. Alors moins en Ile-de-France, parce que les trajets sont moins longs en voiture, mais il y a plein d'endroits en France où il y a des trajets relativement longs en voiture, où il y a des internes qui se tuent en sortant de garde. Justement, vous parlez des conséquences de ces fameuses gardes de 24 heures que vous dénoncez dans le livre. Vous dites que ça structure et déstructure la vie des soignants. Les conséquences, les voici. Il y a un sondage édifiant. 67% des internes qui ont déjà fait un burn-out, 39% qui ont un syndrome dépressif, 19% qui ont des pensées suicidaires. Un interne qui va bien, ça existe ? Bien sûr, il y a plein de moments où on va bien, il y a des moments où on est vraiment très épanoui, et moi je veux rappeler quand même que je suis très heureux dans le métier que je fais, je suis très épanoui dans ma spécialité. Vous n'avez jamais fait de burn-out ou de... Si, j'ai fini par faire un burn-out il y a quelques semaines, malheureusement en fait, et c'est dû en fait à une accumulation, et surtout le burn-out, là où il faut bien comprendre ce que c'est quand on n'arrive pas à mettre en face les moyens qu'on nous propose et les missions qu'on nous impose en fait. Et donc ça, c'est ce qui conduit
au burn-out. C'est quand en fait on nous donne des missions et on nous donne pas les moyens de bien les réaliser. Et il y a des risques aussi pour nous, pour les patients, Bien parce sûr. que quand on parle de sens critique ou lucide complètement effacé, vous faisiez la comparaison avec l'alcool, on se demande si on peut être bien soigné. Vous dites travailler autant dans un environnement aussi stressant nous met en situation de commettre l'irréparable. Est-ce qu'on est en sécurité quand on va se faire soigner à l'hôpital public ? C'est une question, surtout à certaines heures en fait. Probablement que lorsqu'on se fait soigner, et ça c'est ce que montrent les études qui travaillent sur le travail en 24 heures, il y a des études anglaises notamment qui montrent que lorsqu'on est opéré en nuit profonde, donc en gros entre 2 et 6 heures du matin, on a plus de chances de faire des complications. Donc ce que vous êtes en train de dire quand même, c'est grave, hein. Ça veut dire que si demain je dois aller me faire soigner à l'hôpital public, c'est à mes risques et périls, notamment si c'est en plein milieu de la nuit. Surtout en plein milieu de la nuit, oui. Bah oui, parce qu'en fait, le fonctionnement en garde de 24 heures, il avait une justification à une certaine époque, mais avec l'explosion de l'activité qui fait qu'il y avait une époque où on travaillait en garde de 24 heures, mais où l'activité la nuit était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Et donc ça s'entendait de travailler en 24 heures, puisque finalement, on arrivait à passer un temps de repos de 6-7 heures en gros sur 24 heures. Pendant ces heures-là. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Moi, la majorité des gardes, et notamment pendant le Covid que j'ai fait, je dormais pas du tout pendant 24 heures. Et c'est comme ça que je raconte dans le livre que j'ai pu arriver à commettre quasiment l'irréparable, c'est-à-dire que j'ai pas pris conscience qu'une bouteille d'oxygène était quasiment vide lorsque j'ai pris l'ascenseur avec un patient qui était intubé, ventilé, qui avait une forme grave de Covid, et la bouteille d'oxygène s'est arrêtée à la sortie de l'ascenseur et j'ai dû courir 3 étages avec mes sabots de bloc pour récupérer une bouteille et lui sauver la vie. Mais on c'est rassure quand même, cette personne a eu sa bouteille d'oxygène remplie. Ça se termine bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des stress, et en plus ces erreurs médicales, on sait qu'elles peuvent conduire à des détresses psychologiques très graves. On a tous entendu parler d'histoires d'erreurs médicales de médecins qui les ont conduits au suicide, hein. Ça c'est une réalité. Vous en parlez aussi dans le livre d'ailleurs, voilà. Des collègues à vous à Marseille qui se jettent de la falaise et qui est dans une situation d'épuisement. C'est ça, et donc ces erreurs médicales, on les fait aussi parce qu'on est épuisé. Et les gardes de 24 heures, ça participe vraiment de ça, parce qu'en plus, la garde de 24 heures, là où ça déstructure, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça nous oblige à travailler à la fois sur un rythme diurne et nocturne. Et donc du coup, ça, au bout d'un moment, ça nous décale complètement. Moi, je me souviens, quand je faisais des gardes tous les 2 ou 3 jours, pendant la 3e vague notamment, en fait, j'arrivais plus à dormir la nuit. Même quand vous pouviez. Même quand je pouvais, mes veilles de garde de 24 heures, je m'endormais à 3 heures du matin parce que j'étais complètement décalé. Alors, vous demandez l'arrêt total des gardes de 24 heures, de moderniser l'organisation. On voit qu'il y a eu quand même une prise de conscience collective après le Covid. Il y a eu le fameux Ségur de la santé, de l'argent mis sur la table, près de 20 milliards d'euros, des augmentations de salaire. Ça va dans le bon sens ? Les augmentations de salaire, comme je le dis, ça a été un rattrapage en fait. Ça a été un rattrapage parce que les salaires ont été gelés. En gros, les internes n'avaient pas eu de revalorisation pendant 10 ans. Donc en fait, le Ségur a rattrapé l'évolution de l'inflation. Pour les paramédicaux, c'est à peu près ça, voire même un tout petit peu plus. Mais surtout, en fait, le problème du Ségur, c'est qu'il n'y a pas eu. Ça aurait pu être un moment où on remettait sur la table, par exemple. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Par exemple, il y avait des ateliers sur comment on dirige l'hôpital. Voilà, ce qu'on appelle la gouvernance à l'hôpital. Donc, qui dirige l'ôpital, qui prend les décisions in fine. Il aurait fallu plus de démocratie, écouter davantage les soignants, par exemple, faire remonter davantage. Nous, c'est ce qu'on avait espéré au moment des premières discussions sur le Ségur. Et en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, tout ça avait déjà été un peu décidé et qu'en gros, il n'y aurait rien de révolutionnaire à ce niveau-là. Il y avait la question de l'attractivité des carrières, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que malgré la revalorisation salariale, notamment des personnels paramédicaux, il n'y a pas assez. Les gens partent. Les gens partent. Et d'ailleurs, de plus en plus de médecins et d'internes disent qu'ils souhaiteront, à la fin de leurs études, travailler dans l'hôpital privé. Vous, dans quelques années, vous voyez où, très rapidement ? Moi, j'ai le sens du service public, donc j'aimerais bien continuer à travailler à l'hôpital public, mais il va falloir vraiment qu'il y ait une prise de conscience majeure d'ici là. Eh bien, on vous donnera rendez-vous dans quelques années. Merci à vous, Léonard Corti, et bon courage pour la suite de vos études. Encore quelques années dans l'enfer de l'hôpital. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission.